Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à la 13e ou 14e audition pour le projet de loi sur d'orientation de programmation sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales. Et donc cet après-midi, on a la chance, l'honneur et le plaisir de faire une table ronde sur l'humanitaire. Alors attendez, je vais juste ma petite fiche pour noter. Ah oui, c'est bon. Donc table ronde sur les crises, bien évidemment, avec monsieur Éric Chevalier, électrante de monsieur l'ambassadeur, centre de crise et de soutien du MAE, que je vois ici. Est-ce qu'il m'entend? Non, je ne vois pas. Est-ce qu'Éric Chevalier m'entend? Oui. Oui, Hervé, bonjour. Oui, je vous entends absolument, monsieur le député. Merci beaucoup. Xavier Boutin, coprésident de coordination humanitaire et développement. Je l'ai vu, voilà, je le vois. Monsieur Yves Arnoldi, chef de délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge, que je vois. Oui, je suis là. J'ai un numéro, donc c'est pas très clair probablement. Non, mais on a associé le numéro à un nom, ça va. Et puis, monsieur Jean-François Riffaut, directeur général d'Action contre la faim, que je vois également ici. Je suis également parmi vous. Bonjour, monsieur le député. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, il y a avec un certain nombre de collègues qui sont aussi venus dans la commission collectée ou leurs collaborateurs. Bon, écoutez, c'est un grand plaisir de tous vous avoir aujourd'hui. Alors, désolé pour la table ronde pas très paritaire. C'était ni volontaire et c'est pas quelque chose qu'on n'avait pas vu. Mais bon, il se trouve qu'on a une autre table ronde aussi dans la semaine qui n'est pas paritaire, mais dans l'autre sens. Bon, je ne sais pas si ça compensera, mais en tout cas, c'est pas faute de ne pas avoir eu d'idée pour des auditions féminines, mais il se trouve que c'est pas posé comme ça dans cette façon-là, dans ce format-là. En tout cas, merci beaucoup. Très heureux de vous avoir. Meilleurs vœux à vous toutes et à vous tous, à toutes aussi vos collaborateurs, collaboratrices à qui vous travaillez et à toutes les organisations. Alors, comme vous le savez, cette année, enfin, arrivera sur la table de la Commission des Affaires étrangères et dans l'hémicycle ce projet de loi sur la solidarité internationale et l'aide au développement. Et donc, il nous semblait utile dans ce cadre-là aussi de faire une audition, une forme de table ronde des acteurs plutôt de l'humanitaire. Alors, c'est vrai que l'humanitaire, ou en tout cas ceux que vous représentez sont... Il n'y a pas... Attendez, il faut juste que je laisse entrer d'autres personnes. Voilà. Ne font pas l'objet à ce stade-là, dans le texte de loi, comment dire, d'un article ou alors d'un encadré, d'un chapitre particulier, puisqu'on est plutôt sur des questions de développement, mais il me paraissait essentiel, et puis après avoir eu des nombreuses discussions avec un certain nombre d'entre vous, d'avoir quand même un focus sur ces questions-là, et donc c'était pour nous l'occasion, avec ce moment, ce ne sera pas le seul, hein, il y en aura d'autres à travers aussi les relations, les discussions que vous avez avec un certain nombre de députés, de pouvoir vous entendre sur ce texte de loi-là de manière globale rapidement, mais surtout de nous dire comment on pourrait aussi mieux intégrer vos préoccupations qui ont été évoquées à l'occasion notamment de la CNH. Le président de la République a dit un certain nombre de choses. Comment vous voyez d'ailleurs le lien, d'ailleurs de manière générale, entre l'humanitaire et le développement? Alors dans ce projet de loi-là, il y a bien évidemment la question de la programmation financière. Et dans la programmation financière, il y a les moyens attribués à l'aide bilatérale, notamment au fonds humanitaire d'urgence, au CDCS, au fonds MINCA, à l'aide humanitaire. Donc voilà, tout ça est intégré dedans, mais on voulait vraiment avoir un temps spécifique et dédié sur cette question de l'humanitaire pour vous entendre et pour voir bien comment on pouvait améliorer le texte et mieux prendre en compte vos préoccupations, qu'elles soient en termes de droits humanitaires, en termes de non-criminalisation des activités des travailleurs humanitaires, en termes tout simplement peut-être d'outils,
de fonds spécifiques pour répondre aux enjeux qui sont importants. Parce qu'on voit qu'il y a un nombre de crises qui est croissant, mais aussi une durée des crises qui est de plus en plus longue, avec un sujet qui me tient notamment à cœur, c'est la question de l'éducation en zone humanitaire, qui est un enjeu, du coup, dans ce contexte-là, vraiment particulièrement important. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire comment dire, la présentation du texte de loi, vous la connaissez, et vous l'avez eu aussi, mais vous dire qu'on est quand même content d'être à ce stade-là, qu'on arrive à cette présentation, et du coup, on est dans le dernier moment où il faut vous entendre et bien évidemment voir comment on peut améliorer, modifier, amender, corriger ce texte de loi-là qui a fait déjà l'objet d'un certain nombre de discussions avec les acteurs, notamment CNDSI, avec la société civile, mais dans le moment du temps parlementaire, et donc on vous donne l'occasion de vous exprimer. Merci. Alors, je vais laisser peut-être d'abord la parole à Éric Chevalier, et puis ensuite peut-être à Jean-François Riffaut. Ensuite, je laisserai la parole à notre collègue du comité international de la Croix-Rouge, et ensuite à M. Boutin, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Éric, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais être très court en propos liminaires parce que d'abord, je pense que c'est plus important d'entendre les acteurs humanitaires que sont les ONG, le CICR et d'autres. Juste pour rappeler que évidemment, cette loi qui est portée par le ministre Jean-Yves Le Drian est très importante pour nous, ici au CDCS, et plus largement pour les différentes directions du ministère qui ont en charge l'action humanitaire et pour ce qui nous concerne en plus la stabilisation. Pourquoi c'est important? D'abord parce que ça va permettre, si la loi est votée, effectivement de conforter la trajectoire budgétaire, et les moyens sont évidemment majeurs. Comme le président de la République l'avait rappelé à la CNH le 17 décembre, il y aura bien cette perspective à l'intérieur du 0,55% pour l'APD, il y aura cette perspective des 500 millions d'euros pour l'aide d'urgence, essentiellement humanitaire, et puis un peu stabilisation qui transite par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc je rappelle qu'il y a 3 guichets. Hein. Il y a le guichet qui est celui de la structure que je dirige, le CDCS, qui est notamment en articulation majeure avec les ONG françaises, mais plus largement avec les acteurs humanitaires, y compris tels que le CICR. Il y a la Direction générale de la mondialisation qui s'occupe de l'aide alimentaire programmée, et puis il y a la Direction des Nations Unies et l'Organisation internationale qui s'occupe des dotations aux agences des Nations Unies. La trajectoire continue à être ascendante en LFI, donc conforme à cette perspective que peut ancrer la loi, puisque je rappelle que d'abord, l'idée, c'est un triplement de l'aide pour passer d'un peu plus de 150 millions d'euros en 2018 à 500 millions en 2022, ce qui se fait progressivement, puisque cette année, il y a une augmentation significative d'à peu près 80 millions d'euros au total en loi de finances initiale par rapport à 2020. Et pour ce qui concerne le CDCS, ça correspond à une augmentation à peu près de 30 millions d'euros à l'intérieur de ces 80, puisque nous étions à 80 millions d'euros en loi de finances initiale en 2020, et nous sommes à 110 en 2021. Et nous espérons bien qu'effectivement, avec cet objectif que la loi ancrerait, nous soyons bien à 500 millions au total en 2022. Alors pourquoi les moyens sont importants? Parce que notamment ceux du CDCS, ils permettent de soutenir les acteurs de la société civile, et essentiellement les ONG françaises humanitaires, qui est très significativement et de loin le principal partenaire pour nous de mise en œuvre des actions humanitaires. Et donc c'est aussi une forme de soutien à la société civile.
Voilà ce que je voudrais dire. Je compléterai simplement en soulignant que les engagements du président de la République à l'occasion de la CNH, et nous avons identifié 17 engagements dans le discours du président de la République, nous l'avons transformé en plan d'action interministériel pour sa mise en œuvre. Et évidemment, beaucoup des éléments de mise en œuvre de ces engagements présidentiels nourriront le cadre défini par la loi, si la loi est bien votée. Voilà, je ne veux pas être plus long en introduction, mais pour vous dire que nous sommes pleinement mobilisés avec nos autres collègues du ministère pour accompagner le Parlement dans sa réflexion et ses délibérations avant le vote. Je m'arrête là. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, je vais laisser la parole à François Riffaut. Monsieur le député, rebonjour. Je vais essayer de ne pas être trop long non plus parce que je pense que la parole ensuite va circuler. Donc, un propos liminaire, mais peut-être en commençant par un point, en essayant de répondre au point que vous avez vous-même soulevé tout à l'heure, monsieur Berville, concernant l'humanitaire et le développement. Et pour vous dire aussi de quelle manière, nous, du côté de l'Action contre la faim, nous regardons ça. Et donc, je regarde cette question de l'humanitaire et du développement en pensant, et c'est un exemple, mais qui vaut pour un très grand nombre de missions dans lesquelles et de pays dans lesquels nous intervenons, en pensant aux familles qui sont à Fada Ngourma au Burkina. Il y a 3 ans, ces familles qui sont à Fada Ngourma au Burkina et qui participaient à des programmes d'action contre la faim, participaient à des programmes qui étaient financés à travers des mécaniques de développement. Au sens où nous, acteurs humanitaires, nous le voyons, et au sens où les bailleurs le voient et le construisent, et au sens où les administrations le voient et le construisent. Et puis aujourd'hui, du fait de la dégradation majeure de la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina, ces mêmes familles peuvent le matin bénéficier, participer à un programme qui est financé selon des modalités que nous, au nord et avec les bailleurs, nous considérons être des modalités de développement, et le même jour, l'après-midi, bénéficier d'aides spécifiques qui, elles, sont financées par des programmes qui sont appelés humanitaires. Ce que je veux dire par là, c'est que cette distinction humanitaire et développement, elle vaut probablement du point de vue des administrations et du point de vue de l'organisation mécanique des financements. Aujourd'hui, sur le terrain, et dans la plupart des terrains qui d'ailleurs sont listés dans les pays listés par le CECID et qui sont rappelés en préambule de la loi, de plus en plus, cette distinction est irrélevante, n'est plus pertinente aujourd'hui. Donc, on parle de personnes. Donc, c'est avec ça en tête que je veux dire les phrases suivantes. Et ça en tête, ce ne sont pas des revendications sectorielles du coup. C'est un regard d'un acteur humanitaire et de développement que nous sommes. Donc, j'en profite pour le dire. ACF est un acteur humanitaire et de développement. Et toutes les grandes ONG internationales aujourd'hui sont financées selon ces doubles modalités. Et c'est surtout un acteur qui regarde le besoin des populations dans la réalité, au-delà que dans la réalité administrative et des structures de financement. Très vite, donc avec ça comme point de repère, très vite. D'abord, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Vous le savez, monsieur le député, ça fait longtemps que le secteur attendait que la loi et que ce projet de loi arrive. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup aussi pour le pas en avant qu'apporte cette loi, parce que, comme le rappelait Éric Chevalier tout à l'heure, il donne une construction financière, une assise financière qui n'existait peut-être pas en 2014. En revanche, et c'est là-dessus que je vais insister, évidemment, pardonnez-moi, je vais plutôt insister sur ce qui nous semble manquer plutôt que ce qui nous semble être bien, et acceptez-le, je vous prie. C'est tout l'objet, donc c'est très important. Je sais bien. Mais en revanche, il nous semble que d'une certaine manière, l'effort, la tension financière et pour ne pas dire budgétaire, a un tout petit peu édulcoré le fond des principes. Et donc, il ne faudrait pas que l'on gomme ce qui est pour autant central. Et donc, le premier sujet, c'est la question des principes et du fondement. Le fondement de l'aide au développement, et donc entrevu dans toute sa dimension humanitaire et développement, est un fondement basé sur les droits humains, basé aussi sur le droit international humanitaire. Ce seul mot-là est absent. Ce seul mot-là est absent de l'ensemble du texte, même si parfois on le retrouve à travers, au décours du cadre général d'intervention, mais il est absent du texte, et il manque terriblement parce que c'est la seule assise structurelle
juridique qui permet et qui justifie l'œuvre que nous menons collectivement, pas l'œuvre que mènent les ONG, mais l'œuvre que nous menons tous ensemble, tous les acteurs de quelque nature que nous soyons qui intervenons là-dessus. Et donc, il y a de l'espace dans l'article 1, dans l'article 7 aussi, qui traite de l'AFD, pour faire une référence plus explicite, plus claire aux principes, aux droits internationaux humanitaires, aux droits humains, voire même qui sont consolidés, sacralisés dans notre préambule de notre Constitution de 58. Donc ça, c'est le premier grand point. J'insiste sur ce point-là. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit le président de la République, à la fois à l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi lors de la réunion du 17 décembre dernier, le droit, dans sa méconnaissance et dans le fait qu'il soit mal respecté aujourd'hui, met en danger l'espace humanitaire. Et donc, il est important de saisir cette opportunité, rappelée par le président de la République, que la loi traduise dans les faits la parole politique. Le président de la République a lui-même rappelé qu'il était important de protéger et de défendre l'espace humanitaire. Il est en danger aujourd'hui du fait de l'irrespect du droit international humanitaire, et tant pour les acteurs du développement que pour l'humanitaire. Il ne faut pas manquer cette occasion que la loi rappelle et inscrive la protection de l'espace humanitaire comme un objectif central et comme une des priorités centrales. Dans le paragraphe sur les objectifs du cadre général, il y a de l'espace pour rappeler ça aussi. C'est important, pourquoi? Parce que les règles de sanctions liées aux politiques antiterroristes notamment sont de plus en plus en train d'entraver l'action des acteurs humanitaires, et pas uniquement des ONG, aussi des bailleurs. L'Agence française du développement, qui elle-même est en train de transférer une forme de responsabilité de sanctions aux ONG, entrave ses propres moyens lorsqu'elle demande à un certain nombre d'acteurs de mener des activités qui sont contraires aux principes, c'est-à-dire, par exemple, de sélectionner les bénéficiaires en fonction, comme condition préalable à la distribution de l'aide. Donc, mettre le droit international humanitaire, affirmer le principe d'exemption dans cette loi est une chance que nous avons aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, au même titre que la chance que le pourra avoir au mois de mai, je crois, lorsque l'ordonnance du mois de novembre qui modifie le code monétaire et financier lui sera présentée afin d'exempter les acteurs de l'aide et de la solidarité internationale des mesures de sanctions liées aux mesures de contre-terrorisme. Sans quoi, nous serons dans l'incapacité d'agir. Et nous, encore une fois, ce sont les ONG et l'ensemble des bailleurs. Et donc, il y a de l'espace dans le texte que vous présentez, monsieur le député, et que vous rapportez en tout cas, et dans le cadre général pour amener le droit international humanitaire. Deuxième sujet, très rapidement maintenant aussi, un sujet sur la question des moyens. Je sais que le CESUD, et nous nous inscrivons pleinement dans le travail porté par nos collègues de CESUD, dont nous sommes partie prenante active, la question des moyens est importante. La question de la qualité de l'usage des fonds, bien entendu, est extrêmement importante, mais nous ne sommes pas au rendez-vous. Le pays n'est pas au rendez-vous et ne manquons pas cette possibilité de dire concrètement notre objectif de 0,7% et de manière plus spécifique de décrire les secteurs d'activité tels qu'ils sont correctement décrits dans le cadre général, mais aussi d'y faire référence dans la loi, ça leur donnera plus de force, et d'inscrire une dynamique, une trajectoire en termes financiers. Et donc, affirmons l'objectif de 0,7% et mettons plus en avant l'approche sectorielle et l'approche en termes d'activité. Et sur ce point-là, je pense qu'il manque quelque chose d'extrêmement important et qui d'ailleurs fait le lien entre l'humanitaire et le développement, c'est la question des services sociaux de base. Si nous sommes encore en train d'agir aujourd'hui, et s'il y a 800 millions de personnes, comme c'est d'ailleurs rappelé dans le document, qui luttent et qui sont en situation d'insécurité alimentaire, ces 800 millions de personnes, ils ont besoin d'aide au développement et ils ont besoin parfois de réponses humanitaires d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il manque d'accès aux services sociaux de base. Et donc, c'est notre devoir, et c'est le devoir de l'État français, de se fixer comme objectif, indépendamment de la distribution développement humanitaire, de consacrer un volume d'activité de 50% aux services sociaux de base. C'est le socle qui permet à ceux qui luttent pour le développement de ne pas tomber dans l'urgence humanitaire, pour simplifier les idées. Idem sur la santé. La santé mérite 15%
de l'enveloppe que l'État français destinera. En écho à ce qui a été à l'accord d'Abuja d'il y a quelques années, qui a engagé les pays africains de consacrer 15% de leurs ressources propres au système de santé. Voilà. Et puis, il y a des choses à dire encore, mais je vais m'arrêter là, sinon je vais être trop long et je ne voudrais pas monopoliser la parole. Il y a des choses à dire sur un troisième aspect, qui est la plus forte implication et la plus forte interaction avec les acteurs de la solidarité internationale, de la société civile. Deux exemples. Au moment de l'article 2, je crois, qui indique qu'il y aura un rapport annuel fait devant le Parlement. Il serait bien de pouvoir faire référence explicitement aux acteurs de la société civile. Il faut les nommer. De la solidarité internationale, ils ne sont pas nommés. Qui participe à la mise en œuvre de ces grands financements français comme étant partie prenante de l'évaluation des activités? De la même manière, à juste titre, au niveau de l'article 9, de les mettre ces acteurs humanitaires et de développement dans la commission d'évaluation, et pourquoi pas de leur donner un siège aussi au titre de l'article 8 qui réforme la structure d'Expertise France. Je m'en arrête là et je vous prie de m'excuser si j'étais un peu long. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, de sa parole à notre collègue de la Croix-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge. Monsieur le député, chers collègues, merci pour cette invitation et de nous donner l'occasion de nous exprimer. Peut-être, et vous verrez dans mes quelques points, certains évidemment se retrouvent sur ce que Jean-François a déjà évidemment évoqué, et ça serait assez curieux que ça ne le soit pas, évidemment. Je voudrais juste peut-être, en introduction, évoquer la mémoire de Marielle de Sarnez qui nous a quittés, qui a toujours été extrêmement bienveillante et à l'écoute du CICR. Cette occasion qui nous est donnée aujourd'hui et qui m'est donnée aujourd'hui de m'exprimer, évidemment, je voudrais aussi remercier mais saluer les initiatives et l'engagement de la France à travers ce projet de loi. Je pense que c'est comme cela a été indiqué, un axe important, la démonstration d'une volonté et clairement, à partir de là, de l'occasion qui nous est donnée de nous exprimer, évidemment, contribue à cette idée de retrouver autour de cette loi, évidemment, les éléments les plus concourants possibles. Je voudrais juste peut-être rappeler, évidemment, par rapport à notre action, c'est que, évidemment, on opère dans ces situations de conflit, de crise, de fragilité, qu'on leur donne le nom que l'on veut, finalement, et c'est le cas pour les organisations humanitaires, en termes évidemment de connaissances, de liens avec les populations, les communautés, le dialogue que l'on a avec l'ensemble des acteurs et des représentants, qui soient étatiques ou qui soient des acteurs non étatiques. Et il est important pour moi de rappeler que cette présence et ces activités dans ces contextes s'inscrivent effectivement selon des principes d'action qui sont extrêmement pertinents et extrêmement importants de souligner et peut-être de les retrouver, que ce soit la question de la neutralité, que ce soit la question de l'indépendance, que ce soit la question de l'impartialité. Deuxième point, si l'on regarde effectivement les crises, les conflits, on relève évidemment leur chronicité, mais également leur multiplicité. Donc, comme le disait Jean-François, la question de la combinaison des réponses, qu'elles soient d'urgence ou qu'elles soient dans un soutien, notamment, je prends un exemple, des infrastructures essentielles qui ont été affectées par les combats, on voit combien il est important de pouvoir y associer cette notion d'immédiateté et puis cet élément d'investissement sur la durée. Donc, effectivement, l'élément développement humanitaire, je pense qu'il est pour les gens et pour les populations en général quelque chose de finalement très artificiel. Et ce qui est important, c'est aussi de l'articuler dans un sens
évidemment parce que chacun et chaque acteur a ses propres logiques, a ses propres mécanismes, a ses propres modes opératoires et ses mandats. Et je pense qu'effectivement, aussi bien la question de la complémentarité est importante, la question du respect des mandats est également essentielle à évoquer. Évidemment, pour ce qui est de notre point de vue, important, c'est de remettre l'humain au centre de l'action. Et donc, non seulement en l'impliquant dans la définition, mais également la réponse à ses besoins. Et donc, je voudrais peut-être aussi ajouter que ce qui est fondamental, c'est non seulement la redevabilité que l'on peut avoir vis-à-vis des donateurs, mais également la redevabilité pour nous, organisations humanitaires, vis-à-vis des populations. Et ça, c'est un concept, et ça, c'est une dimension extrêmement importante que je voulais également souligner. Bien entendu, et effectivement, oui, le droit international humanitaire, ce socle de droit qui régit les situations de conflits armés, de protection de populations, ce cadre normatif qui finalement offre le minimum d'humanité. Il est aussi, profitez de le rappeler, un cadre de référent quant à l'implication des organisations neutres, indépendantes et impartiales. C'est extrêmement important, il a beaucoup été évoqué dans le cadre de la conférence nationale humanitaire et je voudrais aussi le rappeler. Donc évidemment, le respect du droit international humanitaire, l'engagement des belligérants à le respecter, mais également à le faire respecter pour protéger et prévenir les effets des combats. Il y a évidemment dans cette architecture l'importance de garantir cet espace humanitaire reconnu, qui est évidemment essentiel afin de permettre aux organisations humanitaires strictement impartiales, mais et là je profite d'élargir le champ en incluant notre mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'agir et évidemment de répondre aux besoins des populations, et ceci sans entrave bureaucratique. Je pense que on l'a évoqué, toute l'architecture qui se met en place est là de loin pas notre idée de vouloir mettre de côté les nécessités quant aux questions de sécurité, mais il est évident que le lien et l'impact que tout ceci a sur le plan législatif et des régimes de sanctions sur l'action humanitaire neutre et indépendante est évidemment un élément important qu'il serait bon de pouvoir transcrire dans cette loi. Donc évidemment, des références à ce corpus de droits, ces obligations, je trouverais qu'elles auraient tout à fait leur place dans un tel document, eu égard aussi à l'engagement répété de la France, mais aussi le lien avec sa stratégie humanitaire. Et puis finalement, très rapidement, pour confirmer qu'effectivement, de notre côté, les thématiques sectorielles qui ont été évoquées dans ce projet de loi, telles que la santé, les questions de sécurité économique, les questions d'eau, évidemment correspondent à notre lecture et des réponses aux besoins sur lesquels nous agissons de manière complémentaire. Voilà. Et pour terminer, le constat est, et Jean-François en faisait aussi référence, c'est que les besoins dans ces situations sont malheureusement en augmentation. Et il est clair que de ma perspective du CICR, évidemment, on est évidemment heureux du soutien qui nous a été apporté jusqu'à présent. Cette trajectoire est évidemment importante. On est également heureux de poursuivre et d'approfondir cette coopération avec les différentes institutions françaises. Elles ont été mentionnées en ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères ou évidemment l'AFD. Dans le cadre des abondements de 2021, mais évidemment des objectifs que s'est fixé le président de la République et qu'il a rappelé à l'occasion de la conférence humanitaire. Donc, évidemment, pour nous, ce cadre-là et le projet de loi sont des ferments importants de sentir ce soutien et cette trajectoire que l'on se donne, non seulement sur une année, mais sur une durée de prévisibilité et certainement de flexibilité à l'allocation des fonds qui peuvent nous être donnés. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on prend la parole du coup notre dernier intervenant, Xavier, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le député, bonjour Hervé. Bon, merci beaucoup pour nous donner la parole. Je représente la CHD. Je suis plus, je dirais, développeur que humanitaire, puisque je co-préside la CHD avec Thierry Morisset, qui n'a pas pu être là. Je vais essayer de me faire un peu l'écho aussi de ce qu'il aurait voulu dire à cette occasion. Donc d'abord, effectivement, et je n'aurais pas répété ce qu'ont dit mes collègues de CESUD, hein, puisque vous avez eu une réunion très longue où il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites sur le projet de loi dont on est très heureux, puisqu'il aboutit à cette discussion parlementaire très proche, très prochaine. Merci encore. Et donc, effectivement, on met un petit peu en évidence le fait que, je serai très concret, que l'action humanitaire est quasiment inexistante dans la version actuelle du texte. Donc, c'est vrai que, sachant que tout ce qu'ont dit mes collègues avant et tout ce qui a été dit, c'est vrai que le continuum, le nexus entre l'urgence et le développement, et en passant par la réhabilitation, c'est vrai que l'action humanitaire de la France est très présente, bien sûr, dans notre esprit, et c'est vrai qu'elle devrait être davantage mise en exergue dans le texte. Alors, à quel niveau, j'en sais rien, mais probablement dans les préalables de la loi, c'est dans l'article 1, soit à un autre niveau. Et à ce propos, je voulais donc aussi souligner le fait qu'on parle beaucoup actuellement, et le président de la République l'a dit dans son texte de conclusion à la CNH, il a dit effectivement, je cite, « Nous appliquerons totalement le principe de non-discrimination dans l'attribution de l'aide suivant les besoins des populations en situation de risque humanitaire ». Bon, il parlait, l'objet était humanitaire, et c'est vrai que nous souhaiterions que, je ne sais pas si c'est possible, monsieur le député, mais qu'une manière ou d'une autre, ce principe de non-discrimination des bénéficiaires finaux, hein, j'entends, pas des bénéficiaires intermédiaires, soit mis en exergue peut-être dans les motifs de la loi, ou à un niveau à un autre, sans criblage préalable des bénéficiaires, donc principe de non-discrimination. Pour nous, c'est particulièrement important que ce principe soit souligné, parce que c'est vrai que la tentation est grande, et de vouloir et de demander le criblage des bénéficiaires finaux. Alors, bien sûr aussi, nous souhaitons, parce que moi je représente aussi les développeurs, enfin l'ensemble, et donc ce principe s'applique aussi bien à l'humanitaire d'urgence qu'au développement. Donc les bénéficiaires finaux des actions de développement de nos associations. Voilà, donc ça c'est un point, effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous nous direz tout à l'heure, mais c'est un point sur lequel on aimerait que peut-être puisse faire quelque chose, qu'on puisse, dans les modalités de rédaction, apporter un point ou un autre. Alors, sinon, nous, on est très, très heureux que le principe d'initiative des ONG soit reconnu dans les textes, et c'est vrai que mes collègues de Coordination Sud parlaient d'un article spécifique qui parle des organisations de la société civile. Le droit d'initiative donc est mis en exergue, et à travers ce droit d'initiative, il y a effectivement la question de la trajectoire. Comme vous savez, donc le CICID proposait le doublement de l'APD transitant par les ONG d'ici 2022. Bon, c'est vrai que nous considérons que cette trajectoire est pas assez ambitieuse, et qu'on avait fait une proposition pour donc atteindre un objectif de 1 milliard à l'horizon 2022, et puis aussi une certaine visibilité dans la trajectoire au-delà de 2022 jusqu'à 2025. Bon. Et cela, bien sûr, ça s'articule entre l'initiative des initiatives qui sont prises par les associations elles-mêmes, ou la réponse aux demandes de l'État à travers
notamment l'AFD, la cellule de crise et de conflit, et d'autres dispositifs. Donc, nous, on voulait effectivement souligner le fait que c'était particulièrement important qu'on puisse d'abord, bon, c'est fait que la trajectoire est bien définie jusqu'à 2022, mais que ce soit plus ambitieux, mais qu'au-delà, au-delà de 2022, qu'on puisse avoir une certaine lisibilité de ces trajectoires, un engagement dans ce sens-là. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Je souscris bien sûr à tout ce qui a été dit lors des interventions précédentes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à la phase de questions, parce que j'ai un certain nombre de collègues. Alors, si vous pouvez lever la main, mes chers collègues, ou les collaborateurs de collègues, s'ils veulent poser des questions. Moi, je veux dire, le privilège du rapporteur, je vais commencer. Pour vous dire, bien évidemment, que on fait là une table ronde spéciale, entre guillemets, crise humanitaire, mais bien évidemment, il n'est pas en tout cas, pas dans notre esprit, en tout cas pas dans le mien, de vouloir mettre des cloisons étanches entre les deux, puisqu'on sait bien que la réalité est bien plus complexe que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de l'approche globale. Enfin, on avait l'occasion aussi d'en discuter, que tout ça se confond, se mélange, s'entrelace de manière parfois ordonnée, de manière un peu plus désordonnée. Et toute la nécessité, du coup, d'avoir dans ce texte-là, à la fin, aussi un cadre de partenariat global qui vise à montrer justement la stratégie de la France et de tous les opérateurs de toute la galaxie française pour faire en sorte, au fond, de répondre aux 3 principaux objectifs, ou aux 4 principaux objectifs: réduction de la pauvreté, lutte contre les inégalités, lutte contre les changements climatiques et mise en œuvre des droits humains sur le terrain partout, quel que soit le continent, quelle que soit la géographie. C'est un peu ça objectifs. Et ensuite, derrière, la question au fond des bidons de qui fait quoi des opérateurs, des guichets, est secondaire pour les acteurs du terrain. Mais c'était bien pour vous dire que on a bien évidemment ça en tête, et que cette question de l'approche globale et du décloisonnement, il est dans notre esprit, mais que là, étant donné qu'on est dans la phase d'audition préalable à la commission, il est important de regarder un peu par spécificité aussi, et par différents types d'acteurs. Alors moi, j'avais et après je vais laisser la parole à mes collègues. J'avais une question très simple, déjà, suite à ce qu'on avait discuté, notamment à la réunion qu'on avait eue aussi avec un certain nombre d'acteurs, avec le ministre notamment, et suite à la CNH. Est-ce qu'il y a déjà, de manière très concrète, parce que là c'est vraiment le concret, c'est des écritures déjà de dispositions, j'imagine qu'il y a peut-être des groupes de travail, l'écriture d'amendements, ou en tout cas de dispositifs législatifs qui pourraient être insérés. Est-ce que ce travail-là, voilà, nous, de toute façon, on est à disposition, et avec les services de l'Assemblée, mon équipe, on va commencer à travailler là-dessus. Mais est-ce qu'il y a peut-être dans d'autres pays aussi peut-être des exemples de rédaction de ces dispositifs-là que vous imitez, pour éviter de criminaliser l'aide humanitaire, pour éviter le principe de non-discrimination? Est-ce qu'il y a déjà de la prose qui est disponible sur table ou quelque part en bibliothèque? Ça, c'est la première question. La deuxième, elle a trait au fond c'est un peu quel bilan, alors c'est un peu général, mais ça m'intéresse tout de même. Quel bilan, au fond, vous tirez de cette année Covid sur la manière d'opérer sur le terrain des différentes institutions, et l'articulation notamment entre les grandes agences de l'ONU, les gros acteurs bilatéraux et les ONG, on va dire, de terrain, même si je ne dis pas que les agences de l'ONU ne sont pas sur le terrain. Mais est-ce qu'il y a quelques leçons à tirer de cette crise du Covid, où beaucoup d'acteurs entre guillemets du Nord avaient leurs avions cloués dans la capitale, où les déplacements ont été réduits, où la manière d'opérer a été différente? Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut en tirer, notamment sur moi un principe qui tient à cœur, la question de... Alors, je sais que pour l'humanitaire, c'est déjà beaucoup plus loin, mais la question de la localisation, le principe d'efficacité de Busan, notamment avec l'appropriation par les pays. Bon, voilà. Je sais que sur l'humanitaire, c'est
c'est une question qui se pose moins que parfois sur le développement, mais parce que voilà, il y a des leçons à la fois très générales, mais aussi très spécifiques à tirer de la manière d'opérer et l'articulation entre les différents acteurs sur le terrain. Et puis, il y a aussi, troisième petit point, c'est vrai que dans ce texte, c'était déjà identifié, souligné par différents acteurs. Le Sahel n'est pas, qui est une des régions qui fait face quand même à des enjeux importants, et pas forcément identifié en tant que tel, où il n'y a pas quelque chose on ne fait pas un chapitre dédié notamment dans le CPG sur le Sahel. Voilà, j'aimerais bien avoir un peu votre regard sur ça, sur la question du Sahel et de notre intervention de manière générale, et est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer là aussi un peu peut-être notre regard sur cette région qui est en proie à des difficultés majeures, même si ce n'est pas la seule région, bien évidemment. Et puis, peut-être une dernière petite question pour Éric Chevalier du CDCS, qui, sans vouloir le mettre en difficulté, bien évidemment, avec ses autres collègues du ministère, mais s'il a très bien rappelé les différents guichets qu'il y avait pour l'aide humanitaire, donc avec l'aide alimentaire programmée, avec ce qui se passe aussi du côté des Nations Unies, enfin la DG UN, avec aussi le fonds Minca de l'AFD. Justement, si on a cette approche globale pour éviter de décloisonner, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir, peut-être pas maintenant, mais un peu plus sur le long terme, sur une transformation? Et alors, je sais que ça a déjà commencé avec la création de la mission, peut-être qu'il faudra le rappeler, mission opérationnelle humanitaire. Bon, voilà, peut-être décrire un tout petit peu les évolutions qui vont au cours des 2 dernières années pour justement décloisonner et être vraiment dans cette volonté d'avoir une approche globale sur les enjeux de crise. Et je me permettrai un dernier point. Vous savez que pour nous, la question de la redevabilité, de la transparence de l'évaluation est un élément essentiel, élémentaire, puisque, alors certains disaient, la trajectoire n'est pas assez ambitieuse. Comme on disait tout à l'heure avec la DGM, il faut voir d'où on part. Et donc, d'où on part depuis 2017-2016, on a une trajectoire qui est en hausse, à contre-courant en plus de ce qui se fait à l'international, à contre-courant des Anglais, à contre-courant aussi d'une certaine logique qui se développe dans les pays de l'Est sur l'aide publique au développement. Donc, on a une trajectoire qui reste ambitieuse et qui, d'ailleurs, dans le CPG, donne l'objectif des 0,7 dans le cadre partenariat global. Mais au-delà de ça, c'est la question de la qualité, vous l'avez très bien dit, notamment de la recherche d'impact. Et donc, je voulais un peu avoir l'état de l'art, ou en tout cas sur les questions d'humanitaire, comment vous voyez ces questions d'évaluation, je ne dis pas d'efficience ou de value for money, mais vraiment de la recherche d'impact, ou comment avoir une intervention la plus efficace possible, parce qu'au fond, ce que vous faites vous, c'est d'essayer qu'avec chaque euro utilisé, on ait le maximum d'impact, c'est-à-dire qu'on réduise la pauvreté au maximum, qu'on réduise les inégalités, ou qu'on sauve des vies en plus grand nombre dans l'action du quotidien. Voilà, donc, dernière partie sur la question de l'évaluation, et notamment l'évaluation ex post et la recherche d'impact. Merci beaucoup. Alors peut-être je vais laisser mes collègues poser. Alors donc là il y a 4 questions que j'ai posées, et je vais peut-être laisser ma collègue Bérangère Poletti poser une question, et ensuite Jean-Paul Lecoq qui nous fait rêver avec son soleil bleu de Bretagne. Merci. Merci Hervé, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'étais obligée de prendre la route de bonne heure pour être à l'heure ce soir. Voilà. Donc, fais attention. J'ai juste une petite question à poser concernant les ONG et concernant la formation des intervenants des ONG. On a pu voir récemment un certain nombre d'événements où on pouvait s'interroger sur la formation de ces personnes, et il semblerait qu'il y ait un vrai sujet d'attractivité qui baisse finalement le niveau de recrutement. Donc, comme je n'ai eu qu'une porte d'entrée sur ce sujet-là, j'aimerais bien avoir le retour par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, et fais attention sur la route. Jean-Paul. Merci, moi aussi je suis sur la route, mais je me suis arrêté pour pouvoir mieux discuter avec vous. Mais je vous ai attentivement écouté. Plusieurs choses. D'abord, j'aurais aimé que... D'abord, je vais vous dire ce que je partage. Je partage l'idée
qu'il n'y a pas assez, que la trajectoire n'est pas claire et que quand on parle en pourcentage, parfois ça peut nous jouer des tours, surtout si on parle d'un pourcentage du revenu national brut. Et à un moment où il baisse, on peut considérer qu'on a atteint l'objectif et s'en satisfaire. Donc moi, je continue à penser qu'il faut qu'on ait une trajectoire en valeur absolue et qu'elle soit ambitieuse. Bon, c'est un avis que j'essaye de faire partager. La deuxième chose, vous avez beaucoup parlé les uns les autres de droit international humanitaire. Il y a peu de choses dans cette loi, me semble-t-il. Je n'ai pas l'impression qu'il y a ce qu'il faut au niveau où vous l'abordez. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez clairement, moi je suis député du groupe de la gauche démocrate républicaine, du groupe communiste. Il y a un député de mon groupe avec un député du groupe d'Hervé Berville, Jean-François Mbaye et Mouetaï Broterson, qui ont fait une mission à la demande, avec le soutien de Marielle de Sarnez sur le droit humanitaire international. Et je pense que nous pourrions utiliser leurs conclusions pour les intégrer à la loi. Est-ce que vous avez vu ce rapport et est-ce que vous pensez que ce serait déjà quelque chose d'important si on intégrait leurs conclusions à ce projet de loi? Et comme ce sont deux députés de groupes complètement différents, majorité et opposition, qui ont réussi à s'entendre sur ce rapport, peut-être que ça devrait être assez aisé dans le débat sur ce projet de loi de faire avancer les choses et de les intégrer, si vous le pensez, ou s'il y a des sujets qui vous semblent prioritaires, c'est bien de nous le dire. Le troisième sujet, c'est moi, je ne peux pas me résoudre à l'idée que d'un côté, on donne des financements via les ONG, etc., et de l'autre, on laisse des multinationales piller des richesses dans ces pays-là pour nous. C'est-à-dire, on va chercher l'uranium pour nos centrales nucléaires là-bas, c'est pour notre énergie à nous ici. Et je ne suis pas persuadé qu'on paye le prix qui permette à ces pays de vivre de leur richesse. Je suis même persuadé du contraire. Et je pense que dans une loi d'aide au développement, on pourrait porter des idées aussi. On pourrait porter aussi des consignes, des messages à l'intention de ces entreprises, tout comme on en porte sur les questions du travail des enfants, de l'égalité femmes-hommes, etc. Et on pourrait, entre guillemets, porter l'idée du juste prix, tout comme on le fait avec nos producteurs en France, en disant ils ne peuvent pas vivre si on ne paye pas le prix du lait à telle somme, si on ne paye pas le prix de la viande à telle somme. Mais on ne le fait pas à l'échelle internationale. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un sujet qu'on devrait mettre dans une loi d'aide au développement ou pas? J'ai plein d'autres sujets, plein d'autres questions, mais je suis moins bavard qu'Hervé Berville, donc je m'arrête là. Voilà. Une fois n'est pas coutume, mon cher collègue. Et tu auras l'occasion de reprendre la parole après. Déjà pour cette première salve de questions. Hervé, comment on refait un petit tour de table? Je peux me permettre de… On ne vous entend pas. Oui, peut-être Éric Chevalier, et puis dans le même ordre, comme ça. Ok. Merci beaucoup. Peut-être pour ne pas prendre le temps, rapidement quelques points. D'abord, il ne faut pas oublier que dans la loi, comme ça a été souligné par Hervé Berville notamment, il y a la partie du texte qui s'appelle le cadre de partenariat global. Et en fait, beaucoup de la substance qui accompagne les articles de la loi sont compris dans ce texte qui est objectivement un texte riche. Et donc, je rappelle simplement ce point, c'est-à-dire qu'on oublie tous, moi le premier d'ailleurs parfois, quand on parle de la loi, on oublie le cadre de partenariat global qui est vraiment intéressant à prendre en compte. Sur les leçons Covid, nous en tout cas, on a été frappés du côté de l'État, du côté du CDCS pour ce qui me concerne, par quelques leçons principales. D'abord, l'impératif d'être en rapidité, flexibilité et droit d'initiative, et ça correspond finalement à de l'anticipation de la loi. C'est un peu ce qu'on a fait dans le courant de l'année en travaillant avec les ONG sur des projets, soit qu'on a réadapté à partir de projets initiaux qui ont pris une composante Covid, ou même d'emblée qui se sont positionnés sur une réponse aux enjeux Covid. Il y a deux sujets majeurs de leçons par ailleurs, mais qui étaient très bien discutés dans le cadre de la table ronde sur les conséquences de
de la pandémie lors de la CNH, les deux sujets qui s'appellent mutualisation, avec un effort remarquable des ONG pour travailler ensemble en logistique et que nous avons aidé, et puis localisation, qui est un sujet majeur, qui, je suis sûr, résonnera, y compris d'ailleurs dans la dernière intervention de M. Lecoq, sur le fait que les acteurs locaux doivent être très impliqués aussi dans l'aide. Troisième point, sur la question des guichets. Alors, voilà, Hervé Berville a noté que je serais probablement bon camarade, donc je suis bon camarade. Et je dirais que sur la cohérence des différents outils, d'abord, nous en interne, on l'a amorcé en rassemblant, et ça fait écho aussi à ce que disait Jean-François Riffaut au début, la mission pour l'humanitaire et la mission pour la stabilisation que nous avons rassemblées dans un centre pour les opérations humanitaires et de stabilisation, qui est le même centre au sein du CDCS, mais qui quand même garde une forme de logique aussi humanitaire et de logique développement ou stabilisation, enfin stabilisation pour ce qui nous concerne. Et puis, pour les autres outils, Hervé Berville m'accordera la possibilité de ne pas répondre directement à cette question pour des raisons qu'il comprendra très bien. Dernier point, redevabilité. Alors là, permettez-moi de dire 3-4 mots parce que pour nous, c'est absolument majeur, effectivement. D'abord parce que c'est majeur, y compris pour l'État aussi, non seulement vis-à-vis de l'argent des contribuables, mais aussi parce que nous avons un devoir vis-à-vis des populations que nous aidons. Donc, c'est un impératif, la redevabilité, qui vaut pour les opérateurs humanitaires, que sont notamment les ONG, par exemple, mais aussi pour l'État. Et c'est quelque chose auquel nous sommes très attentifs. Depuis 2 ans et demi, là, depuis que je suis arrivé, d'ailleurs avec Alexis Lecourt-Grandmaison, qui est ici le directeur adjoint, à l'automne 2018, on a beaucoup renforcé la question de la redevabilité, aussi parce qu'on considère que ça doit forcément accompagner la trajectoire ascendante des moyens. C'est-à-dire qu'une augmentation des moyens sera d'autant plus crédible qu'elle est accompagnée d'une augmentation des efforts de redevabilité. Pour ça, je le rappelle quand même brièvement, pardon de le dire, mais d'une part, on a créé une unité audit-évaluation au sein du CDCS. Cette unité a piloté la commande de 58 évaluations et audits externes menés par des structures spécialisées de façon totalement indépendante sur les programmes qui sont mis en œuvre, 58, je répète, sur l'année dernière. On a revu complètement le cadre de partenariat lorsque nous signions une convention avec un partenaire acteur humanitaire. Et en plus, on a travaillé sur la possibilité pour les agents du CDCS d'être à la fois mieux formés et en même temps d'être capables d'alerter en cas de difficulté. Et puis, globalement, nous avons demandé une évaluation de l'outil que nous utilisons, qui s'appelle le Fonds d'urgence humanitaire, dont Hervé Berville sait parfaitement, puisqu'il a fait partie des parlementaires qui ont été associés à cet exercice. Nous avons demandé une évaluation externe de ce fonds d'urgence humanitaire qui a duré 1 an, qui a associé beaucoup d'ONG, des parlementaires, des agents de l'État et bien d'autres, pour essayer effectivement d'avoir un regard transversal, global, sur l'outil lui-même, à la fois dans son fonctionnement, mais aussi dans son efficacité. Voilà, je dis ça parce que c'est pour nous absolument majeur la question de la redevabilité. Je m'arrête là. Très bien, merci beaucoup. Et sur la partie peut-être des dispositifs, peut-être que Xavier ou Jean-François peuvent, eux, nous donner leur regard peut-être, ce qui est en effet plus simple et plus normal peut-être par rapport à ce qui se fait peut-être sur l'unification d'un certain nombre d'outils de l'État français plutôt que l'éclatement. Alors peut-être Jean-François sur les différentes questions. Oui, merci beaucoup Hervé. Peut-être juste un mot pour réagir aussi sur ce que disait Éric Chevalier il y a un instant. En effet, le cadre général est extrêmement riche et vraiment c'est un document d'une lecture extrêmement intéressante et il est là. En revanche, c'est comme si on avait mis dans le cadre général un certain nombre de choses qui pour autant sont extrêmement importantes et sont d'ordre principiel qui étaient auparavant dans la loi.
Or, à ma connaissance, il n'a pas de force normative et donc il serait bien dommage au final d'avoir une loi alors même qu'elle a un cadre très fort qui lui est associé, que la loi elle-même soit moins comment dirais-je, oui, moins précise, moins puissante, moins appuyée en termes de principe que la loi qui la précède et qu'elle annule du coup. Donc j'insiste vraiment, pour le coup, ce n'est pas pour contredire Éric Chevalier, je n'aime pas du tout contredire Éric, mais c'est pour apporter cette précision qui me semble vraiment importante. Maintenant, pour essayer de répondre rapidement, en tout cas, à quelques éléments sur les différents points qui ont été abordés par vous, Hervé, et par Madame Poletti et Monsieur Lecoq. Oui, on est prêt. Je comprends de votre première proposition, Monsieur le député, que on peut vous proposer des manières, des propositions de rédaction. Donc, nous allons le faire. Et puis, d'ailleurs, donc on a des équipes qui ont des idées, des propositions à faire, des addendums à apporter, des amendements à apporter. Et puis également, il y a de la littérature juridique normative en Suisse, au Niger et dans d'autres pays qui peuvent être source d'inspiration. Et je laisserai Yves probablement en parler mieux que moi tout à l'heure pour ce qui est de la Suisse. On a la chance de l'avoir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je m'arrête là-dessus. Simplement, il y a des possibilités d'écrire en droit des exemptions des acteurs humanitaires par rapport au régime de sanctions. Il y a des possibilités qui existent, soit dans d'autres pays, et il y a des juristes en France qui sauront proposer ça, et donc nous apportons notre contribution. C'est extrêmement important. Sur le bilan Covid, je poursuis dans ce que disait Éric Chevalier. Oui, localisation, oui, mutualisation, mais une autre chose aussi importante sur Covid, c'est que Covid valide cette convergence sur le terrain entre l'humanitaire et le développement. Et Covid valide le rôle absolument central de la santé et de l'accès aux services de base, comme étant le socle minimum qui permet d'accéder à une vie meilleure, parce que c'est ça dont il s'agit, ou de basculer dans l'extrême vulnérabilité. Et donc, Covid, en un mot, pour ce qui concerne la France dans sa réflexion sur comment financer son aide au développement / humanitaire, santé, services sociaux de base. C'est extrêmement important. Nous-mêmes, chez Action contre la faim, on est quand même présent dans 50 pays, on est en train de compléter notre dispositif sur services sociaux de base et système de santé. Parce qu'on sait que Covid nous a révélé ça, nous a confirmé ça. Donc, on fait aussi des choix stratégiques qui évoluent par rapport à la réalité du pays, à la réalité du contexte. Troisième point sur le Sahel, un mot sur le Sahel. Je ne sais pas s'il faut désigner spécifiquement une région dans le corps de la loi ou s'il faut le laisser dans le cadre général. Ce que je sais, c'est que le Sahel, monsieur le député, c'est le lieu qui est le plus révélateur de toutes les tensions et de toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de l'aide, du développement et humanitaire. Un problème de développement durable, un problème qui dure depuis longtemps, des crises humanitaires qui s'accentuent et qui sont rendues encore plus difficiles par une dégradation de la situation sécuritaire. Et c'est dans ces contextes-là, j'ai parlé du Burkina, je parle du Mali, je parle du Niger, je parle du nord du Nigeria, je parle du Cameroun, etc., du Tchad, bien entendu. C'est dans ces contextes-là où nous avons tous besoin du droit international humanitaire comme socle de référence, comme le disait le président de la République. Et où nous avons besoin aussi, pardonnez-moi, mais je veux le dire ici, pour paraphraser le général Barrera, qui a quitté la responsabilité de l'opération Serval et qui disait, Le Monde l'a rapporté l'autre jour, que la question du Sahel, c'est la bonne gouvernance et le développement. Et donc, nous avons besoin de dissocier aussi autant qu'il se peut, notamment dans le cadre général, les questions sécuritaires, les questions militaires, des questions d'aide au développement. Les associés mettent en jeu la vie des acteurs humanitaires. Je le dis clairement, nos équipes sur le terrain, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises devant Éric Chevalier, devant les conseillers du président Macron, protéger les acteurs humanitaires et protéger l'espace humanitaire, c'est dissocier, c'est empêcher l'association entre un État et les ONG dont elles sont issues. Et donc, c'est extrêmement important, notamment dans le cadre général, de pouvoir faire cette distinction-là. J'avance rapidement. Évaluation, oui. Nous sommes audités, vous le savez, comme l'ensemble des acteurs humanitaires, par les bailleurs, par nous-mêmes. Et un de nos maîtres mots, c'est en effet
notre capacité à montrer l'impact de nos activités. MEAL, M-E-A-L, c'est le mot de code que nous avons tous. Monitoring, Evaluation, Accountability, Learning. Et nous sommes prêts à partager nos expériences avec les financeurs et avec l'État là-dessus. Sur la formation, Madame Poletti, je n'ai pas cette vision-là, pardon, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, de notre regard, des structures en France existent qui forment les acteurs humanitaires, des structures à l'international, un niveau d'exigence extrêmement important porté par nous, notamment parce que 80% ou 95% de nos salariés sont des acteurs locaux, sont des salariés locaux, et donc un engagement très fort dans l'émergence de capacités de formation universitaire et technique au Burkina, au Cameroun, au Sénégal, en Jordanie, etc. etc. Et bien entendu, un mot, je me permettrai, sur le secteur privé. Je ne sais pas si l'on peut aller jusqu'à appeler en responsabilité les entreprises. En tout cas, il va de soi que le secteur privé a une responsabilité au même titre que l'ensemble des acteurs dans l'accomplissement d'un développement harmonieux. Et cela peut amener en effet à considérer y faire référence dans la loi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Permettre, Hervé, Oui. de simplement rajouter, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais ce qui m'a été rapporté, c'est qu'il y a un nombre très important de petites ONG pleines de bonne volonté qui sont sur le terrain et qui effectivement mettent des gens sur le terrain qui ne sont pas toujours formés. Ça n'est évidemment pas le cas d'une grande ONG comme Action contre la faim. Ça me semble évident que là, les choses sont organisées parfaitement, mais il y aurait quand même une vraie question sur le sujet de personnes pleines de bonne volonté qui arrivent sur le terrain et qui ne sont pas du tout préparées à ce qu'ils vont vivre. Donc, je pense que peut-être quelque part, ça vous a été rapporté par ceux justement qui interviennent dans les territoires, notamment sur le Sahel, parce que c'est que là, il faut avoir une formation quand même, à mon avis, très particulière. Juste ça, mais c'est lié à la question plus largement. Et on avait une collègue qui voulait d'ailleurs, Anne Gentek, qui avait dans les tuyaux une PPL sur le volontourisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'engager, qui ont envie de participer à la résolution des conflits internationaux d'une manière ou d'une autre, de donner de leur personne. Et ça rejoint ce que dit ma collègue Bérangère. Et donc, en effet, ce n'est pas forcément pour les grandes ONG, mais il y a une vraie question autour du volontourisme. Et on va essayer de l'aborder dans ce texte de loi-là pour à la fois mieux informer ces jeunes qui partent, qu'on ne peut pas partir avec n'importe qui, mais aussi peut-être mieux sanctionner ou sanctionner plus fortement ceux qui profitent un peu de l'envie de partir à l'étranger et de les installer et de les faire payer déjà. Parce que parfois, il y a des gens qui font payer des jeunes de 18-19 ans pour aller faire du volontariat qui d'ailleurs correspond ni aux besoins, ni à la volonté des partenaires locaux, ni à une réalité. Donc, il y a un sujet là, mais qui, en effet, n'est pas celui que vous connaissez, vous, puisque vous êtes des structures quand même taille importante, conséquence. Mais du coup, on peut aider. Du coup, pardonnez-moi de vous couper la parole, Hervé, mais du coup, on peut aider. Paradoxalement, j'avais mal compris, Madame la députée. Donc, du coup, on peut aider à, en effet, former, quoi. Voilà, je m'arrête là. Oui. Merci. Alors, notre cher ami suisse. Oui, alors, malheureusement de devoir vous décevoir sur le contenu de la loi suisse, évidemment, n'étant pas juriste moi-même, je ne m'aventurerai pas évidemment sur le détail, mais il est vrai, il y a un certain nombre d'États, comme le disait Jean-François, qui ont développé dans leur législation nationale. La Suisse est un pays, il y a le Tchad également, il y a la Slovaquie, donc il y a des exemples, effectivement, qui peuvent être, dont la France peut s'inspirer, c'est évident. Et puis, nous avons, nous aussi, nos spécialistes qui peuvent accompagner cette réflexion. Et c'est clair que on a aussi, nous sommes en contact étroit parce qu'il est évident que il y a toute une série d'options sur la manière de formuler les choses et de trouver des formulations qui puissent
qui puisse être cohérente, sur lequel nous sommes évidemment prêts à contribuer. Donc, par rapport à ce point, évidemment, une disponibilité à reprendre la discussion, et plus précisément sur ce point. Par rapport au Covid, oui, pas mal de leçons, effectivement, pour confirmer ce que mes collègues ont évidemment dit, où si dans un premier temps, on s'est retrouvé dans une situation compliquée où il a fallu se reposer la question comment on agissait, il est clair qu'on a eu aussi, du fait que nous sommes amenés à traverser des lignes de front, nous sommes amenés à devoir nous rendre dans des endroits où évidemment l'accès est beaucoup plus compliqué, et donc tout ce rôle d'intermédiaire neutre et puis d'indépendance, de neutralité, d'impartialité, nous a amené à devoir négocier sur le plan local des arrangements. Et je pense qu'au-delà de cette grande architecture internationale, on a réussi à trouver énormément d'arrangements locaux qui nous ont permis d'agir, ce qui montre combien il est important aussi de trouver des possibilités et d'un réseau de contacts qui se développe au fil des ans de confiance, de pouvoir aussi continuer à opérer. C'était une énorme occasion d'innovation. Je pense que mes collègues en ont parlé aussi, et c'est clair pour nous aussi. Trouver des nouvelles approches, remettre peut-être en perspective, même si ce n'était que pour des questions, je dirais, d'urgence, des manières différentes de travailler. Les partenariats, c'est évidemment quelque chose de fondamental, et je pense que là aussi, on a réussi à ouvrir un champ qui, probablement, et là je parle de mon expérience au sein du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, on a par la nécessité réussi à s'engager ensemble sur, au-delà de discussions que nous pouvions avoir de longue durée. Et tout d'un coup, dans la situation concrète, les choses et les opportunités se sont présentées et on est allé de l'avant. Et puis finalement, peut-être des moments où des thèmes tabous, ou des thèmes extrêmement difficiles n'étaient pas en mesure d'émerger, et bien tout d'un coup, on s'est retrouvé à avoir une réceptivité plus importante de la part de certaines institutions. Et là, je mets juste un mot, puisque c'est clairement dans ce domaine-là aussi. Et c'était notamment sur les questions de détention. Et donc, c'est évidemment des sujets compliqués, c'est des sujets extrêmement sensibles, généralement qu'on aborde dans notre dialogue, je dirais, bilatéral. Et tout d'un coup, c'est non seulement nous qui étions en demande, mais aussi les institutions qui étaient en demande. Et donc, je pense que ça a été peut-être une formidable occasion de pouvoir ouvrir des nouveaux champs. Et puis peut-être par rapport évidemment aux évaluations et au cycle, je pense qu'on est dans ce travail d'amélioration, de grande recherche d'impact, d'expliciter cet impact, et de pouvoir se reposer, nous, la question aussi en lien avec les bénéficiaires et les populations, de pouvoir voir comment ils sont impliqués, comment eux lisent les choses. Et je pense que du passage d'une définition où nous sommes évidemment de A à Z, on est aujourd'hui quelque chose qui prend peut-être plus de temps, qui est peut-être plus compliqué, mais en même temps, on a des outils différents. Il y a tout un certain nombre de plateformes, je dirais, où le digital peut être intéressant, qui nous permet de travailler de manière beaucoup plus relevante de ce point de vue-là. Et puis, mais c'est un apprentissage et on va continuer à le faire. Je pense qu'on peut pas avoir la prétention de se dire qu'on a atteint le Graal et qu'aujourd'hui les choses, c'est un travail, c'est un processus qui est en cours. Et puis, je profiterai juste peut-être d'ajouter qu'évidemment, sur cette question-là, il y a aussi tout le travail alors le terme n'est pas bon, de décarbonisation. Et je pense que aussi bien ce que nous faisons par rapport à trouver en termes de programmatif
une approche qui soit sur le plan environnemental dans le meilleur ratio et qui correspondent aux engagements pris. Ça, c'est non seulement dans notre programme, mais aussi dans notre manière, nous, d'agir. Et non seulement dans notre réponse, mais dans nous-mêmes en tant qu'organisation. Et je pense que ça, c'est aussi un élément qui fait partie de cette dimension de redevabilité, d'engagement et de responsabilité. Voilà ce que je voulais juste ajouter. Merci. Merci beaucoup, c'est clair. Peut-être Xavier? Oui, quelques mots, merci. Hervé, simplement sur la question de la non-discrimination. Effectivement, nous, on n'est pas au courant des types de lois et de législation qui existent dans les pays limitrophes européens, mais en interne, nous avons dans nos associations, dans les organisations humanitaires, il y a une formulation de cette non-discrimination des bénéficiaires, non-criblage, etc., des bénéficiaires finaux. Et je pense qu'on est on sera en mesure, avec nos collègues de Coordination Sud et bien sûr, donc au sein de la CHD et d'autres, fournir des éléments de langage. Cela pourrait être très utile rapidement, donc, et donc pour répondre à cette question. D'abord, et puis ensuite, sur la question de la formation des personnels qui vont sur le terrain. Donc, Jean-François Riffaut a répondu de manière très claire, mais c'est vrai que nos organisations sont très professionnalisées dans ce domaine, et que ce soit les VSI qui partent dans le cadre du développement à moyen terme sur le terrain, et donc ils sont très, très préparés. Après, il faut les encadrer. Il y a tous les personnels locaux qui composent l'essentiel, je dirais, des personnels de nos organisations qui sont décentralisés donc sur le terrain. Bien sûr aussi les personnels qui sont sous d'autres formes de contrats. Dans tous les cas, il y a des dispositifs de formation qui se sont largement renforcés. Aussi les expériences aidant et les mauvaises expériences aussi. On a pu anticiper un certain nombre de problèmes qui se posent et donc prévenir et mieux encadrer ces personnes. Alors ça, c'est pour répondre à la question de Madame la députée qui évidemment a des exemples très, très concrets de petites associations qui envoient des gens sur le terrain. Donc il faut bien sûr, donc nos organisations comme la CHD et d'autres sont là pour accompagner ses membres ou leurs membres afin que tout le monde puisse fonctionner de manière cohérente dans ce domaine-là. Voilà, et puis alors pour la question du Covid, j'abonde dans le sens de l'expérience finalement qui est très positive du fait d'une part de la décentralisation du partenariat que l'on a sur le terrain, ce qui a permis de faire face à cette situation de crise et de continuer donc à maintenir un niveau d'engagement important sur le terrain grâce à ce partenariat. Donc ça a eu un effet extrêmement positif, notamment pour mettre plus en responsabilité nos partenaires et avoir une meilleure cohérence. Et puis, finalement, comme disait Jean-François Riffaut, c'est montrer l'importance de ce continuum entre urgence-développement. Et donc, c'est chaque fois plus réel lorsque vous êtes dans un pays qui, finalement, se retrouve en crise. On a pu transformer les actions, entre guillemets, de développement pour répondre à des besoins d'urgence et cibler encore mieux des groupes de population qui étaient fragilisés par la crise Covid. Après, pour la question logistique, vous avez vu qu'un certain nombre d'exemples d'une mobilisation qui a permis de maintenir ces actions donc en continuité. On a été quand même extrêmement handicapés pour quand même développer des actions classiques qu'on n'a pas pu développer. Voilà. Et puis alors, sur le Sahel, moi, je n'ai rien de particulier à dire, si ce n'est à abonder dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, ce que mes collègues disaient. Et on est bien sûr très, très heureux de voir que la loi met en exergue, le projet de loi met en exergue ces questions d'évaluation. Et donc, nous, on aimerait effectivement
qu'on soit plus en capacité d'évaluer la cohérence des politiques publiques menées dans ce domaine-là par la France. En cohérence aussi entre les différents secteurs et différents sites géographiques, mais aussi entre nous, pour que les évaluations que nous mettons en œuvre dans nos associations soient mises aussi en cohérence avec les évaluations des politiques publiques de développement. Voilà l'essentiel de ce que je voulais ajouter. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai des collègues qui veulent rajouter, poser d'autres questions? Je n'en vois pas à ce stade. Est-ce que dans les intervenants, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit, compléter? Non. Alors, moi, si vous me le permettez, j'aurais une dernière, une avant-dernière petite question. C'est enfin, c'est pas forcément relais totalement au texte, mais parce que si on veut en effet agir sur le long terme, bon, il faut un peu décloisonner les frontières entre militaire, développement, etc. Il faut prendre en compte qu'il y a de plus en plus. Bon, alors aujourd'hui, il se trouve que c'est la journée internationale de l'éducation, et donc la question de l'éducation en zone humanitaire ou en zone de fragilité par rapport dans les zones de crise, je trouve qu'elle est insuffisamment traitée par les acteurs internationaux d'ailleurs, par différentes institutions, organismes, où il n'y a pas en tout cas l'impulsion, peut-être politique d'ailleurs d'abord, qu'il faudrait. Donc je voudrais avoir votre regard sur, sachant que là la crise a encore repoussé augmenté les inégalités entre ceux qui ont encore moins d'accès à d'éducation primaire et de base et ceux qui, dans nos pays, ont pu maintenir quand même un semblant de lien avec l'école. Comment vous voyez, vous, cette question de l'éducation dans les zones de fragilité? Comment on peut y répondre, sachant que bon, l'éducation, c'est quand même la prérogative d'abord des États. Et donc, quand on parle de ça, c'est la question des services publics, c'est la question d'un État qui soit présent, c'est la question de la formation des fonctionnaires. Donc, j'ai bien conscience que là, il faut beaucoup d'humilité. Il ne s'agit pas de dire que c'est nous qui allons résoudre la France tout seul, ou même vous, cette question-là. Mais comment, et j'aurai des discussions là aussi plus tard avec le PME, UNICEF et UNESCO pour essayer de voir quelles sont un peu les idées ou les types de financement, les types d'approches qu'on mène. Mais de par votre expérience, comment on fait pour ne pas laisser dans des camps, dans des zones de fragilité, dans des zones de grande vulnérabilité où les crises s'étendent pendant des années et des années, comment on fait pour ne pas laisser des jeunes filles, des jeunes garçons 5, 10 ans sans quasiment aucune éducation, une éducation la plus limitée possible. Voilà. C'est pas une question qui est liée totalement au projet de loi, mais c'est vrai que si on veut être pertinent dans nos financements, dans nos approches, dans nos actions, et si on omet totalement cette question-là, et qu'on se contente, et qui est déjà beaucoup, de l'urgence et de la survie, on rate quand même quelque chose, parce que ces jeunes-là qui n'ont pas accès à l'éducation maintenant, c'est ceux qui feront peut-être, qui participeront à la reconstruction de leur pays ou de notre monde, c'est sûr, dans 10-15 ans. Donc, est-ce qu'il y a des idées, des approches, des bonnes leçons à tirer de quelques-unes de vos expériences, voilà, c'est une question, je l'admets bien volontiers, un peu générale, mais c'est une question qui me trotte et je ne trouve pas l'accroche par laquelle la prendre. Et en cette journée internationale de l'éducation, je trouvais que c'était essentiel de vous la poser, parce que je sais que vous êtes en première ligne par rapport à ça. Si je peux me... Bien sûr. Vas-y, Yves. Non, vas-y, Yves. Oui, non, c'était juste indiquer qu'évidemment, de notre côté, on n'est pas une organisation spécialisée dans le domaine de l'éducation. Donc, on va s'inscrire évidemment fortement dans une réponse qui va s'orienter vers la prévention, en fait. Parce que je pense qu'au moment où la crise est là, c'est évidemment extrêmement compliqué de réagir et de pouvoir
trouver les réponses de notre perspective adéquate. Donc, on va s'inscrire vraiment dans un travail plutôt de prévention qui vise à éviter justement qu'il y ait cette rupture et qu'il y ait quelque chose qui tout d'un coup, on se retrouve avec des écoles qui se ferment. Donc, évidemment, la question de l'accès sécurisé et que cet accès soit maintenu, il va être fondamental. Donc, on peut se retrouver avec, je pense plus particulièrement à tout ce qu'on a fait dans un certain nombre de contextes visant à dans des villages proches de lignes de front et qui effectivement avaient pour ambition de marquer, de pouvoir au travers de campagnes alertées sur la nécessité de ce respect, de pouvoir même évidemment travailler avec je dirais les belligérants dans le respect du droit international humanitaire. Donc tout ce travail je dirais de prévention et puis peut-être à des moments spécifiques de pouvoir construire peut-être quelque chose, de pouvoir réhabiliter un local une école qui a été endommagée, mais vraiment peut-être comme dernier recours. Donc on est vraiment sur un travail plutôt, je dirais, de sensibilisation, de prévention et d'alerte, évidemment, que ça soit non seulement auprès, je dirais, des forces étatiques, mais également de l'autre côté. Et ça, c'est tout un travail évidemment sensible, puisqu'on n'est pas là sur des questions d'éducation, parce qu'évidemment pour nous, c'est aussi sur ce plan-là, évidemment une question sensible, mais de pouvoir bien faire la distinction entre les objets et les personnes protégées. Donc voilà, on est vraiment plutôt de permettre voilà, cet accès sécurisé notamment aux enfants, mais également aux familles et aux professeurs. Voilà, juste ce petit point de mon côté. Merci beaucoup. Merci. Jean-François? Oui, un mot très rapide pour compléter, parce que je m'inscris exactement dans ce que dit Yves, et je reconnais bien là la touche du mouvement Croix-Rouge sur la prévention, qui est vraiment une dimension importante, plein d'autres secteurs. Non, mais sur l'éducation, à mon avis, il y a deux sujets, même si en effet, je ne me place pas du tout en spécialiste parce que ce n'est pas le cœur de notre métier. Néanmoins, d'une part, je pense qu'il y a une question de positionnement, d'aider à comprendre quel est le rôle de l'éducation dans l'équilibre global, à la fois de la lutte, de la prévention contre les vulnérabilités et de la lutte pour le développement. Et je pense que les acteurs étatiques et financeurs sont toujours sensibles au fait de redécrire la place. Et nous, qui luttons contre la faim, soit qu'il s'agisse de l'insécurité alimentaire au global ou qu'il s'agisse même de sa forme extrêmement grave qui est la malnutrition, je veux dire, on sait très bien que les causes, elles sont multiples et l'absence d'accès à l'éducation est une des causes de vulnérabilisation et donc est une des causes de développement de l'insécurité alimentaire. Et donc, c'est ça que j'appelle remettre en perspective et c'est ce que nous essayons de faire, alors même que nous ne sommes pas, sauf en effet lorsque nous gérons, comme vous l'avez dit Hervé, des camps, etc., nous essayons de contribuer à maintenir le minimum de niveau d'accès à l'éducation. En revanche, le deuxième paramètre, c'est pas en revanche, et donc le deuxième paramètre, c'est le partenariat. Et moi, je plaide pour qu'il y ait des partenariats vertueux, des acteurs de terrain, et notamment avec les acteurs locaux, pour que chacun joue sa partition. Et que l'ensemble, et ça traduit d'ailleurs ce par quoi j'ai commencé cette audition, ça traduit ce continuum. Je ne dis pas le mot nexus parce que c'est un mot théorique, mais ce continuum de réalité, et que s'il y a un acteur strictement humanitaire qui apporte une aide alimentaire d'urgence, la même personne, la même famille, les mêmes enfants doivent aussi pouvoir avoir un accès à une éducation apportée par un autre acteur. Et tout ça doit être porté en commun. Et donc les bailleurs, et c'est bien que à travers votre voix, monsieur le député, la France s'en préoccupe, les bailleurs doivent avoir cette notion de ce continuum-là. Et c'est aussi un des services sociaux de base, l'éducation. Et donc c'est une des conditions, lorsqu'elle est absente, de la vulnérabilité, qu'on la traite par le développement ou qu'on la traite par l'humanitaire, peu importe. Merci beaucoup, merci, très clair.
Alors, je ne sais pas si Xavier ou Eric voulaient rajouter quelque chose. Je veux dire simplement une petite chose. Moi, j'ai une expérience un peu plus personnelle, mais liée à l'organisation que j'ai fondée. Dans des situations de déplacement de population qui est particulièrement difficile, où finalement, pas simplement en dehors des camps, mais déplacement de population où des familles vont d'une partie du pays à une autre, bonne expérience hein, pour maintenir le niveau d'éducation des plus jeunes, hein, de créer des centres éducatifs. Alors, les centres éducatifs, ça, c'est relativement simple à mettre en œuvre, mais surtout, c'est extrêmement efficace pour permettre d'accueillir un grand nombre d'élèves et de maintenir à peu près un niveau scolaire le temps que la crise passe. Alors, ça peut durer, mais en général, les crises sont durables, comme on sait, mais c'est des dispositifs qui peuvent être vertueux en plus parce que ça permet peut-être de faire passer de nouveaux outils pédagogiques, de donner de nouveaux contenus, et les résultats sont extrêmement probants, enfin en tout cas de ce que j'ai pu vivre d'expérience. Ça, c'est pour les déplacements. Évidemment, après, il y a toute la question là, forcément, Hervé, vous faites par référence au Sahel. C'est vrai que là, il y a des situations qui sont extrêmement difficiles parce que approcher des zones qui sont en conflit, avec des outils de ce type-là, c'est pas toujours très facile. Mais suite à la crise du Covid, il y a quand même une crise économique, comme on sait, dans des pays subsahariens, Madagascar notamment aussi. Et là, il y a un décrochage scolaire très net. Et donc, il faut mettre en place des dispositifs de renforcement scolaire. Donc, il y a des outils pour cela qui sont efficaces, c'est-à-dire mettre à côté des structures classiques des systèmes de renforcement scolaire qui permettent de compenser la déficience des structures ordinaires d'éducation, sans les remettre en question, c'est-à-dire en les accompagnant, en les renforçant. Donc ça, c'est des outils qui sont assez coûteux, mais qui donnent de bons résultats, en utilisant des ressources locales, avec éventuellement un encadrement international. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Mot de la fin pour quelqu'un, sinon je le fais. Oui, Eric. Non, ça va être une phrase de préfin pour dire vraiment l'importance de cette loi. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Merci vraiment à Hervé Berville qui porte ce sujet et je voudrais souligner de nouveau quand même la qualité du rapport qui avait présidé aussi à toute la réflexion il y a quelques mois. Et nous, on est très, très, très heureux que cette loi, enfin, je dirais, pas la peine de le noter forcément dans l'audition comme ça, mais… Si, on le dit à chaque fois, enfin. Voilà, mais on dira que c'est le député qui l'a dit, pas le fonctionnaire. Mais non, je pense que c'est vraiment une étape importante. Après, il y a sans doute des espaces évidemment d'amélioration, c'est d'ailleurs l'objet du débat, mais c'est quand même une très bonne nouvelle que enfin cette loi soit inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Merci beaucoup. Je me permettais de conclure. Vous remercier vraiment d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes tous occupés avec vos organisations et les défis qui sont les nôtres en ce début d'année et qui ne vont pas se réduire avec l'année qui arrive et vu comment elle a commencé. Et vous dire vraiment aussi grand merci pour être toujours autant disponible aussi pour les parlementaires, bien évidemment, pour nous faire part de remontées de terrain, des modifications, de ce que l'on peut améliorer. Et merci de la patience aussi, parce que, bon, moi, tant qu'elle n'arrive pas encore à la table de la commission, je continue à toucher de la peau de singe, du bois, à invoquer tout ce qu'il y a d'invocable. Mais en tout cas, on avance au maximum en faisant le plus d'auditions possible, non pas pour… dans la quantité, mais pour essayer de capter le maximum de voix et écouter ce qui peut écouter pour voir quelles sont les modifications, les améliorations qui peuvent être faites. En tout cas, remercier vous toutes et vous tous parce qu'on sait que cette loi-là, c'est aussi, et c'est pas commun forcément pour tous les projets de loi, qui est quand même la conséquence, le fruit de larges consultations faites par le ministère des Affaires étrangères, mais aussi par Bercy, et qui est aussi le fruit
beaucoup de travaux de parlementaires qui se sont mobilisés sur cette question. Plus que jamais, assez paradoxalement, on a besoin d'avoir des acteurs comme vous, des militants, j'ai envie de dire, de ces causes internationales, puisqu'on voit bien avec la Covid, avec le changement climatique, que de toute manière, on ne réglera rien avec des approches simplement nationales, et que c'est bien à travers le multilatéralisme, à travers des actions globales, à travers la recherche de solutions communes qu'on pourra régler les enjeux du 21e siècle et faire en sorte d'atteindre notre triple objectif qui est celui de cette belle loi, réduire la pauvreté, lutter contre les inégalités et lutter contre les changements climatiques en ayant bien évidemment une approche par les droits, et on l'avait évoqué ici aussi, par le droit international humanitaire. Donc encore merci, vous pouvez compter sur nous pour continuer à faire en sorte qu'elle arrive et que malgré toutes les turpitudes, les vicissitudes qui pourraient arriver d'ici là, d'ici le 2 février, on croise les doigts, on continue d'avancer. Donc merci. Et puis bien évidemment, mon équipe et moi-même, les administrateurs se tiennent à votre disposition. Et de toute façon, on va revenir vers vous pour le travail d'écriture plus précis sur un certain nombre d'éléments qu'on a évoqués. Et je remercie aussi au passage mes collègues qui étaient présents aussi sur cette très belle table ronde. Donc, continuez à faire ce que vous avez à faire aussi, parce qu'on est fiers d'avoir aussi autant d'acteurs humanitaires et autant d'acteurs qui sont à l'international. Et surtout avec une spécificité peut-être, c'est qu'on a on va dire, certains appellent ça une circonscription France, mais voilà, on a quand même, même si on n'est pas tous d'accord tout le temps sur tous ces sujets-là, il y a quand même une fluidité des échanges qui fait que malgré le fait parfois qu'il y a des divergences sur les moyens d'atteindre les objectifs, sur la temporalité, sur le rythme, on arrive quand même, on l'a vu avec la CNH et puis avec les discussions qu'on a sur un nombre de sujets, qu'on arrive à trouver un chemin, une voie commune pour essayer de répondre à tous ces défis communs. Donc merci à vous toutes et à vous tous, et puis bonne semaine et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci bien. À bientôt. À bientôt. À bientôt.